Jamais la décision de chacune et de chacun de vous n'aura pesé aussi lourd. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Je me souviens, c'était en 1969 et je votais pour la première fois. C'était un référendum. De quoi s'agissait-il au juste? Tout le monde s'en fichait éperdument. On votait pour ou contre De Gaulle. Oui, il restait. Non, il partait. J'ai voté non, il est parti. Quelques semaines plus tard, les journaux du monde entier ont publié cette photographie. Oui, je me souviens de cette silhouette enveloppée d'un ample manteau sombre, avec marchant à ses côtés un homme qui ressemblait un peu à Paul Meurice dans le monocle riz jaune, et trottinant à leur rythme Madame de Gaulle, un curieux petit chapeau imperméable sur la tête. Il plane sur cette image une telle atmosphère de désolation, une si poignante solitude, qu'on ne peut que s'interroger. À quel instant de sa vie, à quel drame, à quelle ingratitude, à quelle faute pensait-il à ce moment? En regardant attentivement la photo, on se rend compte que De Gaulle est sans doute en train de parler, ce que semble confirmer l'attitude attentive de Paul Meurice, à ses côtés. Oui, mais voilà, que dit-il? Qui nous le racontera jamais, sinon notre imagination? Non, non, Floïc. Croyez-moi, vous pouvez retourner la question dans tous les sens. J'ai bel et bien fait perdre 12 ans à la France. Mon général, permettez-moi de vous contredire. Tout n'a pas été négatif, loin s'en faut, durant ces années. 12 ans, je vous dis. Démontrez-moi que j'ai tort. Mais 12 ans, qu'est-ce que vous dites, Charles? Début juin 58, fin avril 69, 11 ans à peine. Je parlais au commandant Floïc de ma démission en 46 et des 12 années qui ont suivi. Quant à la période à laquelle vous faites allusion, j'ai la faiblesse de croire, en effet, qu'elle n'a pas été tout à fait perdue pour la France. Dieu merci. Votre démission en 46, voyons, Charles, tout ça est tellement loin. Je doute parfois de l'avoir vécu. Disons que je n'ai pas votre chance, voilà tout. Midi passé, Floïc. Allez renifler ce qui se mijote un peu du côté des cuisines, sans vouloir offenser le peuple irlandais. Je ne crois pas que ce qu'on nous sert justifie de se mettre à table à des heures impossibles. Eh bien, pour moi, voyez-vous, les 12 années dont vous parlez ont été les plus heureuses de ma vie. Je me croyais enfin tranquille et loin de cette affreuse politique qui vous a fait tant de mal. Oh, je sentais bien votre impatience. Je craignais bien quelques retours de flamme, mais l'âge aidant, j'espérais... Oui, je vous entends parfaitement. Vous espériez me garder pour vous toute seule, n'est-ce pas? Notez, je le prends comme une marque d'affection, et je dirais même d'amour, si ce mot n'était pas tout à fait déplacé au-delà d'un certain âge. Car savez-vous, il y a deux choses affreuses chez les vieillards, l'égoïsme et l'amour. Enfin, quelle que soit votre satisfaction personnelle, mettre une bûche au feu, corriger le petit chien quand il saccageait vos plates-bandes, admettez que De Gaulle eût été sans doute mieux employé à d'autres tâches. Comment ai-je pu supporter de vivre toute ma vie à côté d'un homme qui parlait de lui à la troisième personne? Tranquillisez-vous, ma chère. Le plus dur est fait. C'est ainsi, que voulez-vous? Oui, c'est ainsi.
Le repas est servi, mon général. Il s'agit, paraît-il, d'une sorte de rôti, tout à fait spécial. Je n'en doute pas. Venez, Yvonne. Allons goûter cette spécialité. Tout à fait spéciale. 18 mois plus tard, le 9 novembre 1970, peu avant 7 heures du soir, le général de Gaulle disparaissait à quelques jours de son 80e anniversaire. Comme chaque jour, il s'était appliqué à la rédaction de ses mémoires, un travail lent, difficile, parfois même douloureux, car ce grand écrivain n'avait pas l'écriture aisée. Vers 18 heures, il s'était interrompu et, en attendant le dîner, avait commencé l'une de ses réussites, on dit aussi une patience, dont il ne se lassait jamais. Ce pouce entre les dents, totalement absorbée par la partie en cours, Madame de Gaulle l'appelait son geste d'enfance. On dit que dans ce bref instant d'agonie, toute une vie défile comme un film en accéléré. La défaite française. Ou bien peut-être, au contraire, faut-il imaginer un extrême ralenti, un ralenti qui mêle, sans aucun ordre apparent, les épisodes majeurs et les détails les plus infimes d'une vie. Mais qui sait, peut-être la douleur est-elle si violente, la souffrance à ce point intense, qu'elle mobilise entièrement le corps et l'esprit dans une ultime et vaine résistance. Ou bien peut-être encore, toutes les sensations, toutes les émotions, tous les efforts, tous les espoirs d'une vie se concentrent-ils en une seule image qui résume à elle seule toutes les autres. C'était le 26 août 1944. Paris en liesse était dans la rue pour fêter sa libération et rendre hommage à l'homme qui, le premier, avait appelé à la résistance. Moment unique, temps volé à l'histoire. Cette victoire est sa victoire. Et les cris qui montent, place de l'Étoile et Champs-Élysées, consacrent un rêve insensé qui avait pris forme 4 ans plus tôt dans la solitude et la dérision. De cet homme, sur qui désormais reposait la charge de relever un pays exsangue, on attendait des miracles. Et nul ne doutait à cette minute qu'il les accomplirait. Papier, monsieur. Ausweis, ça n'en finira donc jamais. Zut, oublié. Ah, non, les voilà. Vous avez rendez-vous? Oui, avec le capitaine Guy. Il travaille là-dedans, ou je ne sais pas, mais avec le général de Gaulle. Ah bah tiens, le voilà. Merci. Le général m'a chargé de lui dénicher un zig pour s'occuper de son courrier personnel. J'ai tout de suite pensé à toi. Je suis pas du tout le zig qu'il te faut. Scribouillard, non merci. Et d'abord, j'ai même pas été résistant. Enfin, si peu. Pour voir s'il fallait compter sur les seuls résistants, on serait rudement embêté, crois-moi. Mon général, puis-je me permettre de vous présenter Claude Mauriac? J'admire beaucoup votre œuvre, monsieur Mauriac. Thérèse Raquin, grand bouquin. D'Esquerroux, mon général, Thérèse d'Esquerroux. Et c'est mon père, François Mauriac, qui en est l'auteur, pas moi, hélas. Parbleu. Je me lisais aussi, il est bien jeune. Et dis donc, c'est ça ton De Gaulle? Mais s'il s'est joint, c'est pas De Gaulle. Il suit tes lunettes. Tu vois bien, je suis maladroit comme tout, je collectionne les bourdes. Qui n'en fait pas en ce moment. Tiens, voici ton bureau.
Et voilà ton secrétariat. Mesdemoiselles, je vous présente Monsieur Mauriac, qui prend à l'instant la direction de ce service. Bonjour, Monsieur Mauriac. Bonjour, Monsieur Mauriac. Oh, moi, vous savez, je n'y connais absolument rien. Vous allez tout m'apprendre. S'il vous plaît, mademoiselle, voulez-vous me dactylographier cette lettre en 3 exemplaires? Si vous avez des difficultés pour me relire, adressez-vous au capitaine Guy. Mon général, voici Claude Mauriac, dont je vous ai parlé. Mon général. Bonjour, monsieur Mauriac. Eh bien, ce n'est pas l'ouvrage qui vous manquera. Mais vous serez secondé avec célérité et bonne humeur par ces jeunes femmes dont les robes ressemblent à des prés fleuris. Sans doute des pigeons. Il faudra songer à les désarmer, eux aussi. Le général de Gaulle, en bon ouvrier de la victoire, accomplit son tour de France. C'est ainsi qu'à Bordeaux, une foule innombrable fait un véritable triomphe aux libérateurs de la patrie. Dans les jours qui suivent la libération, la situation reste confuse dans plusieurs régions de France. Les groupes issus de la résistance cèdent à regret le pouvoir aux autorités nouvelles et les combattants de l'ombre acceptent mal d'être intégrés à l'armée régulière. En quelques semaines, sans hésitation ni remords, avec brutalité parfois, De Gaulle ramène l'ordre. La résistance est terminée, place à l'État souverain. Commandant Perruchon, lieutenant Vidot, capitaine Antoine, capitaine Barjol. Quel métier exercez-vous, monsieur? Tourneur, mon général. Il faudra rejoindre l'atelier. La France a besoin de tourneurs. Et vous, quel est votre métier? Instituteur, mon général. C'est un bien beau métier. Et qui correspond certainement mieux à vos aspirations et à vos aptitudes. Le commandant a eu une conduite remarquable. Lors de l'attaque de la prison de Gradignan en août 43, il a délivré 27 de nos camarades qui devaient être fusillés le lendemain. 25. Il y avait seulement 25 gus. C'était pas mal tout de même. Mais vous savez, la guerre est loin d'être terminée. Et tous ceux qui voudront rejoindre l'armée régulière y trouveront leur place. Au grade correspondant à leur formation militaire, cela va de soi. J'en ai assez, vous m'entendez? Assez. J'entends parler de réquisition, d'arrestation, de jugement populaire, d'exécution. Appelons ces choses par leur nom. Vol et pillage, abus de pouvoir, meurtre. La résistance, c'est terminé. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Les questions civiles ne vous concernent pas. Elles dépendent de l'État et de son représentant, le commissaire de la République. Justement, nous sommes inquiets de la manière dont l'administration compose avec les anciens fonctionnaires de Vichy. Ici même, à Bordeaux, le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, M. Papon, vient d'être confirmé dans ses fonctions par M. Cusin, le commissaire de la République. Je ne connais pas votre pimpon, mais s'il est efficace, s'il connaît son affaire, je ne peux qu'approuver M. Cusin d'utiliser ses compétences. Enfin, réfléchissez un peu. Les juges et les préfets, les agents de police et les professeurs, les percepteurs, les douaniers, les gardiens de phare, les géomètres assermentés, les peseurs jurés, tous, ou presque, ont servi Pétain sans murmurer. Voulez-vous que je les révoque du jour au lendemain? Comment fonctionnera l'État? Avec quels hommes? Je suis déjà dans un désert, et vous venez me parler d'épuration. Il n'empêche, mon général, vous ne pouvez pas oublier que nos garçons dans les maquis, c'était l'armée du peuple. Les descendants des soldats de Jemmapes et de Valmy. À quoi rêvaient-ils au fond des cachots, ou sous la torture? À cet élan qui porterait la France à la libération, vous n'avez pas le droit de les décevoir. Vous ne prétendez tout de même pas m'apprendre l'histoire de l'armée française? Il n'y a pas l'armée de ci et l'armée de ça selon les convenances de chacun. Il y a l'armée de la France et c'est la seule qui soit légitime à mes yeux. Et puis ne me faites pas rigoler. Qu'est-ce que vous réclamez en définitive sous couvert de Jemmapes et de Valmy? Le salaire de votre héroïsme, la monnaie de vos exploits, c'est-à-dire des grades, des prébendes, des décorations. En général, vos propos sont insultants. Il ne s'adressait pas à vous en particulier. Qu'il s'adresse à moi-même ou à mes camarades me blesse de la même manière. Eh bien, colonel, vous qui tirez argument de votre courage pour avancer des prétentions inconcevables, sachez que le courage doit parfois s'accommoder de telles blessures. Le courage sur la commode, mon général, pas l'honneur. Il fallait quand même que les choses soient dites une bonne fois. Elles l'ont été. On ne peut plus clairement. J'aurais pu être beaucoup plus dur, vous savez. Votre modération était déjà suffisamment parlante. Mais enfin, que veulent-ils à la fin? La révolution?
Qui souhaite la révolution en France? Dites-moi un peu. Qui serait prêt à partager avec le voisin son bout de jardin, sa femme, ses bonnes bouteilles? Non, non. Croyez-moi, on ne fait pas la révolution sans révolutionnaire. Et il n'y a qu'un seul révolutionnaire en France. C'est moi. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, le peuple français a fait entendre sa voix. Innovation de taille, nos compagnes disposent à présent du droit de vote et peuvent, à l'égal des hommes, exprimer leur opinion en toute indépendance. C'est ainsi que Mme Charles de Gaulle est venue accomplir son devoir électoral. À l'issue du scrutin, le général de Gaulle, que l'on voit ici apparaître pour la première fois en veston, se présente devant l'Assemblée qui aura la lourde tâche de doter la France d'une nouvelle constitution. C'est par un vote unanime que les députés lui confient la responsabilité de former un gouvernement associant les trois grands vainqueurs de ces élections, le Parti communiste, le Parti socialiste et le mouvement républicain populaire. Le peuple souverain s'est prononcé, la France peut aller de l'avant. Je ne peux pas, monsieur Thorez. Je ne peux pas et je ne veux pas vous donner l'un des ministères que vous me réclamez. La défense nationale, l'intérieur, les affaires étrangères. Autant vous donner les clés du pays et partir à la pêche. Mais, mon général, nous sommes la première force politique de ce pays. Les élections viennent de le démontrer. En quoi les communistes seraient-ils moins qualifiés que d'autres pour occuper ces postes? Ah oui? Et que se passerait-il, voulez-vous me le dire, si d'aventure la France entrait en conflit avec l'Union soviétique? Les communistes sont des patriotes, ils l'ont suffisamment prouvé. Oh, mais je sais bien, vous êtes tellement patriotes, vous autres communistes, que vous avez deux patries, la France et la Russie. Mon général, vous insultez le parti des 75 000 fusillés. Voilà le grand mot lâché. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire une vérité qui fâche, je crache sur les vivants ou j'insulte les morts. Mais quand un membre éminent du Parti communiste, M. Jacques Duclos, me traite ouvertement d'autocrate, de tyran, voire de dictateur au petit pied, ce qui manifestement est contraire à la vérité. Lorsqu'il me surnomme Napoléon IV ou bien Charles XI, je devrais sans doute me sentir honoré. Et puis, monsieur Thorez, s'il vous plaît, ne me parlez plus des 75 000 fusillés du Parti communiste. Réservez ces effets de manche pour vos défilés, meetings ou autres commémorations. Je ne vous reproche pas de bluffer, notez bien. J'en ai usé moi-même avec un certain talent auprès de monsieur Roosevelt et de monsieur Churchill. Mais vous savez mieux que personne que ce nombre est archi faux. Dans ces conditions, mon général, votre gouvernement n'aura pas le soutien des communistes. Venez par ici, monsieur Thorez, j'ai quelque chose à vous montrer. Allons, venez, je ne vais pas vous manger. Vous voyez ce camion, monsieur Thorez? Sitôt que vous aurez quitté mon bureau, je descendrai enregistrer une allocution qui sera diffusée ce soir à 8 h. J'expliquerai aux Français pourquoi je vous refuse les postes que vous me demandez. Nous verrons bien ce qu'ils en penseront. Mon général. Et vous, Philippe, qu'est-ce que vous avez à me vendre? Général, je sais bien que j'ai le don de vous exaspérer. C'est tout à fait exact, mais depuis le temps, j'en ai pris l'habitude. Allez. Ah, mon général, c'était plus facile pour vous quand vous étiez à Londres. Mais voyons, une vraie partie de rigolade. La mignotte, de la roupie de Sansonnet. Ne prétends pas cela, mon général. Il pleut des soufflets, Figaro. Je viens tranquillement m'attendre. Parce que vous croyez que j'ai le temps de bavarder. Vous souvenez-vous, mon général, de ce que je vous ai dit quand je vous ai rejoint à Londres? Ne pensez pas que nous avons mieux à faire l'un et l'autre que d'évoquer de vieux souvenirs, aussi tendres soient-ils? Je vous ai dit, mon général, le nazisme vaincu, nous nous séparerons. Vous vous battez pour la grandeur de la France, moi pour l'Europe socialiste. On ne saurait mieux définir ce qui nous sépare. Et qu'annonce ce préambule? L'Assemblée va devoir discuter dans les semaines qui viennent du projet de constitution. Et mes camarades socialistes ont décidé de conditionner leur participation au gouvernement à des engagements précis dans ce domaine. Des engagements venant de qui? Adressés à qui? Des engagements de votre part, mon général. Adressés à nous socialistes, en faveur desquels 24% des Français se sont prononcés aux récentes élections. Vous avez un fier culot, mon petit bonhomme.
Je me demande ce qui me retient de vous prendre par les épaules et de vous flanquer dehors avec pertes et fracas. Général... Alors ça y est? On se croit tout permis? À nous la République? Sous prétexte que quelques millions de braves gens ont eu la faiblesse ou la naïveté de croire que vous n'étiez plus les mêmes socialistes qui les aviez abandonnés et trahis en 40. Mon général, je ne vous permets pas... Oui, mais moi, figurez-vous, je me passe de votre autorisation. Dehors! Ensemble nous avons marché, marché le long des Andes. Ensemble nous avons cherché. Finalement, de menaces en pression et de négociations en compromis, le gouvernement est constitué. Mais le jeu parlementaire reprend ses droits, les querelles se multiplient, le général s'épuise en arbitrage et en vaines tractations. Plus grave encore, la réforme des institutions qui se prépare et à laquelle les partis se gardent bien de l'associer n'ira pas, il le sait déjà, dans le sens qu'il espère. Alors, oui, ça c'est bien, le damier. Voilà. Sais-tu jouer à qui perd gagne? Non, mon général, je sais jouer aux dames. Les dames, c'est très bien, mais qui perd gagne, c'est encore mieux. Tu viendras me voir, je t'apprendrai. Je suis extrêmement fort à ce jeu. Ah, et je pense avoir quelques loisirs dans les semaines qui viennent. Et vous, mademoiselle? 7 poupées. Voilà. Joyeux Noël. J'ai vu monsieur François de Menton cet après-midi. Ah? Comme je m'informais des travaux de la commission chargée d'élaborer le projet de constitution, savez-vous ce que cet Olybrius m'a répondu? Que n'étant pas un élu du peuple, je n'avais pas à m'immiscer dans les travaux de la commission. Monsieur François de Menton, membre éminent du mouvement républicain populaire, parti de la supposée fidélité au général de Gaulle. Vous savez, c'est tordant. Monsieur de Menton. Un macaroni dans le cerveau. Alors à toi, jeune homme, ce téléphone... Voilà, mon bonhomme. Joyeux Noël. Je souhaite pour toi qu'il fonctionne mieux que le vrai. On dit que le futur président de la République ne présidera plus le Conseil des ministres, qu'on lui retirera le droit de grâce. Bref, il lui sera seulement permis d'inaugurer les chrysanthèmes. Et uniquement les années bissextiles. Tordant, je vous dis. Et il pense que je vais supporter ça. Prenez votre temps, le général est encore dans son bureau. Ouf. Votre manteau, monsieur Pleven? Ah non, non, le manteau, je le garde. Il fait un froid de loup là-dedans, et je crois bien que je couvre une grippe. Sa spécialité, c'est le Conseil des ministres dimanche. Non, mais lui, c'est parce qu'il vous fait du curé. Ce qui ne l'a pas empêché de marier sa fille avec lui. Vous savez toujours la même chose. Il nous prend pour des galopins. J'ai toujours peur d'être envoyé au pic. Et réclamer les pleins pouvoirs. Au théâtre, c'est connu. Les choses tombent comme je l'imagine, il faudra revenir. Le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française. Monsieur le ministre du PTT, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre d'État, monsieur Pleven. Messieurs, je vous ai demandé de venir pour vous dire que j'ai décidé de me retirer. Je considère que ma mission est terminée. La France est libérée, elle a participé à la victoire finale. Sur le plan intérieur, une élection s'est régulièrement tenue à l'automne. La démocratie est donc rétablie. J'aurais pu lâcher les rênes au lendemain de cette élection, mais comme il y avait eu unanimité sur mon nom à la Constituante, je suis resté. Hélas, je constate que le régime exclusif des partis a reparu et que vous en épousez les querelles. Je considère pour ma part que c'est un malheur pour la France. Mais, à moins d'établir une dictature, ce dont je ne veux pas, je n'ai pas les moyens de m'y opposer. Il me faut donc me retirer. Je remercie bien sincèrement chacun d'entre vous du concours qu'il m'a prêté. Et je vous prie de rester à vos postes pour assurer l'expédition des affaires, jusqu'à ce que vos successeurs soient désignés. Messieurs. Voilà un départ qui ne manque pas de grandeur. Et voilà, tout est de notre faute. Bien pratique. Le général s'en tire à bon Un peu cavalier. Plus de blé, plus de pommes de terre, plus de gaz, plus de charbon, les Français manquent de tout, les finances sont au plus bas. Débrouillez-vous. Attendez un peu pour faire campagne, messieurs.
On pourrait croire que vous êtes heureux de ce qui se passe. Ni heureux ni malheureux, mais quoi malheureux? La France existait avant le général, elle existera après lui, que je sache. Et certaines évidences prononcées à certains moments prennent furieusement des allures d'ânerie. Messieurs, je pense que nous devrions nous asseoir et procéder à un petit échange de vues. Monsieur Francis Guet, qui est le plus ancien d'entre nous, pourrait présider. Tenir conseil après les propos du général me semblerait déplacé. Allons, Palaski. Il s'agit d'une réunion entre hommes. Personne ne saurait s'y opposer. Mais oui, nous avons des décisions. Évidemment. Mais oui, Que fait Palevski? Sans doute aura-t-il voulu demeurer quelques instants en compagnie des ministres. Enfin, je suis parti qu'ont-ils besoin de continuer à discuter. Appelez Palevski, qu'il dise à tout le monde de rentrer chez soi. Palevski, s'il vous plaît. Gaston, c'est le capitaine Guy. Le général voudrait savoir pourquoi vous vous attardez en bas. Non, je veux qu'ils disent à messieurs les ministres qu'ils fichent le camp. N'est-ce pas dimanche, après tout? N'ont-ils pas des enfants, une épouse, ou bien qui sait, une maîtresse à dorloter? Le général souhaiterait que vous demandiez aux ministres de regagner leur domicile. Ah. Oui, je vois. Oui, sans doute. Mon général, il semblerait que les ministres aient voulu débattre entre eux de la situation créée par votre départ. Ô abîme de perplexité, ô gouffre d'incertitude. Au lendemain de sa démission, le général s'installa provisoirement à proximité de Paris, à Marly-le-Roi, avec Madame de Gaulle et leur seconde fille, Anne, enfant gravement handicapée, qui venait d'avoir 18 ans. Durant les quelques mois qu'il passa dans cette demeure austère et mal chauffée, de Gaulle vécut dans l'illusion, encore qu'il s'en soit toujours défendu, que les Français allaient le rappeler. Pourtant, sans qu'il le sache, commençait un long hiver que l'on appellera plus tard la traversée du désert. Merci. Gambetta, Gambetta. Si, vous en avez mis du temps. Gambetta, un thé ou deux thés? Je dirais 2. Non, un seul? Je sais plus. Pas de dico, un froid de canard, foutu baraque. Il n'entend pas, il est là-haut. Bien. On recommence? Il était un petit homme, tout habillé de gris carabi. Non! Chante avec moi. Il était un petit homme. Je dis non. Non, père. Calme-toi, mon tout petit. Calme-toi. Elle aime bien cette chanson d'ordinaire. Ne vous inquiétez pas, mon général. Je m'en occupe. Mademoiselle, est-il exact que vous désiriez prendre votre retraite? J'ai 69 ans, mon général. Naturellement, je comprends. Eh bien, ce sera tout à fait désolant de vous perdre. Tout à fait désolant, oui. Mais le beurre, Francis? Vous avez oublié le beurre? Plus de beurre, madame. Mais il fallait vous rabattre sur la margarine. Plus de margarine, plus de saindoux, plus d'huile, plus rien. C'est la misère noire. Bientôt, on fera les frites avec de l'eau.
pour le pain, Augustine, comment va-t-on se débrouiller? Les tickets sont presque épuisés. Il reste une grosse semaine avant la fin du mois. Oh, madame, si monsieur vous laisse, c'est pas les tickets qui nous manqueraient. Ça, nous sommes bien d'accord. Que voulez-vous? Au moindre mot à ce sujet, le général se met dans une rage noire. C'est ça que si nous mourons de faim, il sera bien avancé. Gambetta avec un seul T. Rendons ces 2 gambettes à cet excellent homme qui, vous le savez certainement, proclama la République. Le 4 septembre 1870. Je vois que je n'ai rien à vous apprendre, excepté un peu d'orthographe. Ne donnez pas l'impression que je me retire à tout jamais. Faites des réponses neutres. C'était bien mon intention. Laissons flotter les brumes. Entretenons l'incertitude. Voilons nos actes de mystère. Il faut surprendre, au risque de décevoir. Ce sont les hommes qui m'ont manqué. J'ai jamais eu les hommes qui convenaient. Mais, mon général, Jean Moulin, Brossolette, Leclerc... Moulin, oui. Brossolette, Leclerc, oui. Et d'autres. J'en conviens. Mais si peu nombreux, si inconstants dans la tourmente, si décevant la victoire acquise, ce sentiment d'irrémédiable solitude, combien de fois l'ai-je éprouvé? Depuis ces jours terribles de mai 40, lorsqu'il devint absolument évident que la défaite était pour la masse des Français, non pas un malheur imposé par les armes, mais somme toute, la solution la plus commode. Se coucher pour ne pas avoir à se battre, céder pour ne pas avoir à défendre, fuir, sans même avoir aperçu l'ombre d'un ennemi. Alors vous comprenez, ils me font rire, maintenant tous ces braves gens. Ils ont gagné la guerre. Disons que je l'ai gagnée pour eux. Cette guerre, pour le colonel de Gaulle, elle commença d'abord sur le terrain. Le 10 mai 40, en pleine offensive allemande, il reçoit le commandement de la 4e division cuirassée, unité de chars hâtivement constituée dont il s'efforce à grand-peine de réunir les éléments dispersés. Allô, ici le commandement, j'appelle groupe opération. Comment recevez-vous? Parlez? Allô? Ça ne marche pas, votre fourbi? Ça marchait avant de partir, mon colonel. Si je vous suis bien, l'erreur a été de partir. Allô? 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 Qu'est-ce qui se passe exactement, mon colonel? Notez votre question, monsieur l'aumônier. Je ne manquerai pas d'y répondre. On en aura le temps. Vous avez bien choisi votre jour pour venir vous promener, monsieur l'aumônier. Je désirais voir le front de près, mon colonel, pas me promener. J'ignore où il se trouve, le front. Si vous en avez la moindre idée, faites-le moi savoir. Je vous accompagne, mon colonel. Pas besoin de vous, ni de vous, monsieur l'aumônier. Mon colonel, je pourrais peut-être essayer de nous brancher sur le réseau téléphonique. Qu'est-ce que vous attendez? Un ordre? Couchez-vous! Vous avez ordonné de ne pas bouger. Nous nous sommes inquiétés, mon colonel. Bien aimable à vous. Vous vouliez voir le front, monsieur l'aumônier? Tenez, profitez-en.
Je ne repère pas nos troupes. Moi non plus, c'est précisément le problème. Mon colonel! Je suis entré en contact avec le commandant Delvaux. La colonne s'est mise à l'abri à la hauteur du village de Machecourt pour éviter des pertes excessives. À l'abri? Des pertes excessives? Bon sang, mais ce commandant est devenu fou! Rappelez-le immédiatement! La communication a été coupée, mon colonel. J'ai essayé de la rétablir. Je pense que le commutateur a sauté. Allons-y. La départementale à droite. Des inconscients. Des lâches. À peine quitté la maison, ils n'ont qu'une idée en tête, rentrer chez eux. À gauche. Non, pas celle-ci, la prochaine. Et voici mon colonel. Regardez-moi ça. Regardez-les. Embarquez! Immédiatement! À mon poste! Embarquez! Embarquez! Dispositif d'attaque! À vos postes! Immédiatement! Allez, embarquez! Embarquez immédiatement! Commandant Delvaux! Commandant Delvaux! Où est le commandant Delvaux? Commandant Delvaux! Qu'est-ce que vous faites là, abaillé aux corneilles? Vous croyez que l'ennemi va vous laisser roupiller longtemps? Dans moins d'une heure, vous l'aurez sur le dos et ça va chauffer dur, croyez-moi! Colonel, j'ai jugé que nos forces étaient insuffisantes pour attaquer. Nous risquons d'y laisser beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel également. Peut-on savoir à quel usage vous le réservez, votre précieux matériel? Vous comptez le ramener à Paris intact, à l'exposer, sur l'esplanade des Invalides? Bien sûr que non, mon colonel. En fait, je pensais surtout aux hommes. Les hommes, ils mourront en soldats. Ça vous a tout de même une autre gueule que de clamser d'un ulcère au fond de son lit. C'est une trahison, vous entendez? Une trahison. Je vous ferai traduire en conseil de guerre. Allez! Ou bien cet homme est fou, ou c'est un authentique héros. Dans les heures qui suivirent, la 4e division cuirassée reprenait aux Allemands le village de Montcornet, important nœud de communication sur la route de Paris, faisant 130 prisonniers et retardant durant quelques heures la progression des troupes ennemies. Ce fut l'un des rares faits d'armes de cette courte guerre. Quelques jours plus tard, le colonel de Gaulle recevait ses 2 étoiles de général de brigade et le chef du gouvernement, Paul Reynaud, le convoquait à Paris. Le 5 juin, il était nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. Jamais, vous m'entendez, Monsieur le Président? Jamais je n'accepterai de travailler sous les ordres de Gaulle. Non, jamais. La dernière marche avant toujours, vous ne l'ignorez pas. Non, croyez-moi, je n'ai pas le cœur à rien. Il est entré dans mon bureau avec cette air, vous savez, cette air de roi en exil. Il m'a tendu la main, cette main mince, molle, glissante comme une truite, tout à fait... Et il m'a dit, je suis très heureux de vous avoir sous mes ordres. Quel type! Et que lui avez-vous répondu? Que j'étais chargé de la liaison entre l'état-major et le Quai d'Orsay, qu'à ce titre, je ne dépendais de lui en aucune façon. Eh bien, là voilà la réponse. J'attends de vous une confirmation. Vous l'avez, mon cher, sans la moindre réserve. Mais n'est-ce pas, il faudra lui donner un petit berlingot en échange. Et qu'entendez-vous par berlingot? Une sucrerie, pour faire passer la potion amère. Tenez, De Gaulle souhaite qu'on ajoute à son titre de sous-secrétaire d'État à la guerre la mention et à la défense nationale. Qu'est-ce que ça peut nous faire, après tout? Mais alors, vous n'aurez plus aucune raison de l'exclure des délibérations militaires du gouvernement. Vous savez que le maréchal Pétain y est formellement opposé. De Gaulle sait ce qu'il fait, allez. En fait, oui. Pourquoi l'exclure de ces réunions? Je viens de vous le dire. Parce que Pétain y est opposé. J'entends bien. Mais il me semble que je suis chef du gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Je ne veux pas couper la France en deux. Certains tiennent la défaite pour acquise. Vous êtes de ceux-là. Comme le maréchal et comme Weygand. Avec pour ce dernier cette anomalie cocasse qu'il est général en chef et commandant suprême de l'armée française. Et puis, il y a ceux qui veulent continuer la guerre et croient encore la victoire possible, comme De Gaulle.
Et comme un certain nombre de nos officiers et de nos soldats, qui en ce moment même, ne l'oubliez pas, affrontent l'ennemi sur le champ de bataille. Eh bien, mon rôle à moi, que ça vous plaise ou non, c'est qu'il n'y ait qu'une France, et qu'elle parle d'une seule voix, la mienne, si possible. Pétain ou De Gaulle, tôt ou tard, il faudra choisir, Monsieur le Président. Je redoute à vos côtés la présence de cet ambitieux sans scrupules. De Gaulle? Ah non, mais que peut-il encore désirer? Votre place, Monsieur le Président. Regardez. Depuis 9 h ce matin, il ne trouve rien de mieux que de faire le beau devant les journalistes. Dès ce soir, les journaux en seront pleins. Monsieur le sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Car je suis bien tranquille qu'avant de me demander mon avis, vous lui avez déjà donné votre accord. Naturellement, puisque je savais que j'allais vous céder. Me céder? Vous avez souhaité ne pas dépendre de lui, n'est-ce pas? N'ai-je pas accepté, mon cher? Quel type. Voilà un qui a tout compris. Mon général, bien, en voilà assez, je pense. Comment pourriez-vous qualifier la situation? Des cartes vous ont été montrées, messieurs. Elles indiquent clairement la percée des troupes ennemies. Chacun d'entre vous peut en tirer ses propres conclusions, sans qu'il soit nécessaire, il me semble, de me livrer devant vous à une surenchère d'épithètes. Monsieur le ministre, quelles sont les propositions du gouvernement pour faire face aux difficultés actuelles? Le gouvernement n'a pas été nommé pour faire des propositions, mais pour donner des ordres. Je compte qu'il les donnera. Merci, messieurs. Ah, voilà, cher garçon. Viens, viens. Parle-moi de tes notes. Excellente en histoire, bonne en français, très mauvaise en mathématiques. Combien à ton dernier devoir? 2. Et tes condisciples? Un 7, un 5 3/4, un 2,5. Donc ce 2 a beau être exécrable, ton classement reste à peu près honorable et c'est bien là l'essentiel. Très confidentiellement, cher garçon, sache que la situation est très mauvaise. Je parle de la situation de notre pays et non de tes études. Ils ont congédié Gamelin, qui était de notoriété publique un incapable. Et qui sont-ils allés dénicher? Végan, un homme de 73 ans qui n'a strictement aucune expérience du commandement sur le terrain. C'est comme si on choisissait un vieux jockey, rangé des voitures depuis 20 ans, et qu'on le hissait sur un pur sang pour gagner le Grand Prix. Bref, tout indique que la guerre est perdue sur le territoire national. C'est une évidence à laquelle je ne saurais me résoudre. Quelle sera mon action future? En toute honnêteté, je l'ignore. Mais quand je vois l'esprit d'abandon qui m'entoure, la lâcheté, la bassesse, vaut mieux prendre quelques précautions. Ta mère ne peut pas rester à Colombey avec Anne. Je lui ai donc écrit pour qu'elle retrouve ta tante Suzy en Bretagne. Les 2 femmes pourront s'entraider. Toi-même et ta sœur, Elisabeth, les rejoindrez d'ici quelques jours. Ensuite, nous aviserons. Mais papa? Oui? Mon concours de naval est dans 2 semaines. Le baccalauréat d'Elisabeth début juillet. J'admets ton désarroi. Seulement voilà, les soucis des temps heureux et ceux des mauvais jours sont bien différents. Plus vite on le comprend, et meilleures sont les chances d'affronter l'adversité. Vois-tu ce qu'il y aurait de pire? C'est que je renonce un jour à accomplir ce que la situation exigerait de moi, de crainte de mettre ma famille en danger. Voilà la réalité, mon cher garçon. Alors tu comprends, un baccalauréat, un concours de naval, oui, oui. Mais de quel poids pèseront-ils dans les semaines qui viennent?
Devant l'irrésistible avancée des troupes allemandes, le gouvernement, accompagné des députés et des sénateurs, quitte Paris en toute hâte et se réfugie à Tours. 3 jours plus tard, un conseil interallié se tient en présence de Winston Churchill. La France, à bout de force, envisage de négocier une paix séparée et désire sonder son allié britannique. De Gaulle, dont on connaît l'opposition farouche à toute idée de capitulation, n'a pas été averti de cette réunion. Prévenu par une indiscrétion, il se précipite à Tours, où il arrive en milieu d'après-midi. Ah, De Gaulle. Je pense que vous êtes là, mais Renaud m'a dit vous partez mon voyage. Me voici. Bien, bien, bien. Bien. Alors, nous faisons une promenade dans le jardin et aussi petite pipi. Et discutation très beaucoup après. Bien, monsieur le Premier ministre. L'homme du destin. Vous avez entendu, mon général? Quoi donc? Ce que vient de dire M. Churchill. Vous écoutez aux portes maintenant? Churchill, je le connais bien. Capable de dire blanc le matin, noir l'après-midi. C'est un homme remarquable. De Gaulle, ma foi, vous n'êtes pas de trop. Venez, venez. Un verre, un petit pâté. Le saucisson n'est pas mal. Non, merci, monsieur le Président. J'ai déjeuné en route. Bien. Pour vous mettre rapidement au courant, j'ai posé à M. Churchill cette question toute simple. Comment réagirait le cabinet britannique si, je dis bien si, le gouvernement français était amené à demander une paix séparée? En violation de nos accords du 28 mars avec la Grande-Bretagne, qui nous interdisent de conclure une paix séparée. Il ne saurait y avoir violation d'un traité qui aurait été révisé d'un commun accord. C'est bien pourquoi j'ai posé cette question au Premier ministre britannique. Somme toute, je n'ai pas si mal joué, qu'en pensez-vous? Maintenant, les Anglais sont face à leurs responsabilités. Il va bien falloir qu'ils nous fassent une réponse claire à la fin. Attendre une réponse claire d'un Anglais, c'est demander à un bec de réciter le monologue d'Hamlet. Toubi, toutou, toutou, pipi, toutou. Vous vous croyez spirituel, Baudouin? Que vous a répondu, monsieur Churchill? Churchill a dit « Je comprends que vous demandiez l'armistice. » C'était net et sans bavure. Eh oui, De Gaulle, monsieur Churchill comprend mieux que vous, semble-t-il, la triste situation dans laquelle nous nous trouvons. Monsieur Churchill a-t-il bien dit cela? Je vous l'affirme. Et dans un français tout à fait limpide, pour une fois. Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas entendu exactement la même chose. Qu'avez-vous entendu, Marjorie? J'ai entendu « Je comprends que vous avez demandé l'armistice ». Eh bien? Monsieur Churchill a dit « Je comprends » et non pas « J'approuve ». Autrement dit « I understand » et pas « I agree ». Allons, monsieur. En un pareil moment, ces querelles linguistiques me paraissent singulièrement biscornues. Nos interlocuteurs ont fini leur tour de jardin. Messieurs, la séance peut reprendre. De Gaulle, vous restez avec nous, bien entendu. Je ne vous cache pas qu'il y a un peu de ruse dans la démarche. Si les Anglais nous sentent près de lâcher, peut-être pourrons-nous obtenir d'eux les avions et les chars, qu'ils nous refusent depuis un mois. Monsieur le Président, c'est le moment de parler haut et clair. La ruse ne vous servira de rien. Prenez nettement position, annoncez votre intention de poursuivre la lutte depuis l'Empire en Afrique du Nord. Et vous verrez que les Anglais nous apporteront tout le soutien nécessaire. Peut-être, De Gaulle. Oui, sans doute. Alger. Mais oui, ce serait une solution. Oh, voyez-vous. Dans ces moments-là, il faudrait prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir tranquillement. Je ne puis oppositionner les demandes de la France. Et je comprends les difficultés très énormes que vous rencontrez. Nous puissions dire ça ou ça. Mais change quoi? Rien. Rien ne change. N'est-ce pas vrai? Une chose dit la raison, une autre chose dit the heart. Vous comprenez? Une fois dernière, je demande à la France, dis-moi si tu veux la guerre ou armistice. Aucune porte n'est fermée, n'est-ce pas?
Si la position du président Roosevelt évoluait et que les États-Unis décidaient d'entrer en guerre à nos côtés, dans ce cas, l'attitude de la France pourrait se trouver modifiée. Aux États-Unis, les élections en novembre, Roosevelt veut, lui, être élu. Si lui pense guerre bonne pour l'élection, il dira vive la guerre. Lui pense non, 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 guerre pas bonne pour l'élection. Alors, Churchill, Renault, Monsieur Hitler, batassez-vous comme vous voulez. Hop, hop, batassez-vous. So, armistice. Several problems need addressing now if France should decide to renege on our agreement of the 28th of March, first and foremost the Navy. Monsieur Churchill dit qu'il y a un certain nombre de problèmes à envisager au cas où la France souhaiterait rompre l'accord du 28 mars. Tout d'abord, la question de la flotte. We categorically refuse to allow the Germans to take control of the French Navy. It's one of the most powerful, if not the most powerful in the world. Monsieur Churchill dit qu'il ne saurait être question de laisser l'Allemagne s'emparer de la flotte française, qui est l'une des plus puissantes, sinon la plus puissante du monde. If Germany gains control of your fleet, England will be in grave danger, so I must know what steps the French government is prepared to take to shield her navy from the enemy if there is an armistice. Si les Allemands venaient à mettre la main sur votre flotte, c'est la sécurité de l'Angleterre qui serait gravement menacée. En conséquence, Monsieur Churchill voudrait connaître les dispositions que le gouvernement français prendrait au cas où un armistice serait négocié pour soustraire la flotte à l'ennemi. La flotte, oui. Naturellement, la flotte. Nous partageons l'inquiétude de M. Churchill au sujet de la flotte. Eh bien, pour la flotte, la France pourrait envisager des conditions particulières. I insist on guarantees from France that the conditions regarding her navy will be respected if there is an armistice. Les garanties. Monsieur Churchill tient à savoir comment vous pourrez garantir, en cas d'armistice, que les conditions prévues seront respectées en ce qui concerne la flotte. La flotte, Renault. La flotte trade beaucoup d'inquiétude pour moi. Si la flotte française attaque l'Angleterre, l'Angleterre finit, morte. Oui. Mais que faire? Voilà. Que faire? Si quelqu'un trouve une solution, je veux bien lui céder la place. Le lendemain, vendredi 14 juin 1940, à l'aube, les Allemands entraient dans Paris. Au même moment, le gouvernement français abandonnait Tours et s'établissait à Bordeaux. De Gaulle, désespérant de faire entendre son point de vue, avait bien failli démissionner. Finalement, il parvint à convaincre Paul Reynaud de l'envoyer à Londres pour étudier avec les Britanniques les conditions d'un possible repli sur Alger du gouvernement français. Entrez. Mon général, il y a là monsieur l'ambassadeur de France accompagné de monsieur Jean Monnet qui demande à vous rencontrer. Monsieur Monnet. Voyons quelle idée lumineuse a bien pu germer dans ce puissant cerveau. Faites-le patienter un instant, je vous prie. Bien, mon général. Je suis revenu des États-Unis il y a peu. Mon général, votre présence ici est proprement miraculeuse. Vu l'état des liaisons avec la Grande-Bretagne, je ne suis pas loin de le penser, monsieur l'ambassadeur. Mes respects, mon général. Pardon de vous prendre des beautés, de Gaulle, mais nous venons vous parler d'un projet qui est susceptible de bouleverser le cours des événements. Si tel est le cas, messieurs, il me paraît prudent de nous asseoir. Désirez-vous que je fasse monter du thé, du café? Pas pour moi, mon général. Merci, mon général. Alors, avec votre permission. Savez-vous que
Le gouvernement français a confirmé hier par télégramme la requête faite à Tours par M. Paul Reynaud au sujet d'une éventuelle demande d'armistice. Quelle a été la réponse du gouvernement britannique, monsieur l'ambassadeur? Tout porte à croire que les Anglais vont accepter, moyennant des garanties concernant la flotte. Si bien qu'au point où nous en sommes, seul un élément radicalement nouveau, un coup fumant, en quelque sorte, pourrait renverser la marche des événements. Et j'imagine que ce coup fumant se trouve exposé dans le petit dossier que vous serrez contre vous. En effet, il s'agit, mais je sais que vous allez crier au fou, d'une proposition d'union de la France et de l'Angleterre qui serait adressée solennellement par le gouvernement de Londres à celui de Bordeaux. Une union de la France et de l'Angleterre. Comment voyez-vous les choses? De façon très simple. Les deux pays décideraient de la fusion de leurs institutions, de leur pouvoir public, de leur économie. Il n'y aurait plus qu'un seul peuple, une seule armée, une seule nation dressée face à Hitler. Si je vous entends bien, vous voudriez marier le roi George VI avec le président Lebrun, la Chambre des Lords avec le Sénat, et la Home Guard avec la garde républicaine? Le cas de la Home Guard pourrait être provisoirement mis de côté. Savez-vous nager, monsieur Monet? Très correctement. Eh bien, c'est heureux pour vous. Car lorsqu'ils prendront connaissance de votre plan, nos amis britanniques vont vous jeter tout habillé dans la Tamise. Et ceci est votre affaire, n'est-ce pas? Nageant moi-même comme un fer à repasser, je me refuse, si telle était votre intention, à plaider votre cause auprès de monsieur Churchill. Monsieur Churchill est déjà au courant. C'est exact, mon général. Et Lord Halifax proposera cet après-midi le projet d'Anglo-French Unity à l'approbation du Conseil des ministres. Puis-je examiner ce document? Bien sûr, mon général. Merci. Faites-moi tout de suite une traduction. Oui, mon général. En somme, monsieur Bonnet, qu'attendez-vous de moi? Une séance exceptionnelle du Conseil des ministres doit avoir lieu à 17h à Bordeaux. Que monsieur Reynaud adopte la proposition britannique et qu'il s'en fasse le champion. Son geste peut provoquer le sursaut que nous espérons tous. Dans ce cas, c'est monsieur Reynaud qu'il faut convaincre. Pas moi. Qui mieux que vous pourrait le persuader? Nous sommes d'accord, de Gaulle. Very well, very well. Good. Even if there's only one chance in 1,000 that your government accept our offer, we must still try it. N'y aurait-il qu'une chance sur 1000 pour que notre proposition soit acceptée par votre gouvernement? Il faut la tenter. Mais monsieur le Premier ministre, une chance sur 1000 me paraît encore une prévision follement optimiste. Sometimes, de Gaulle, when all seems lost, all that can save us is our dream. Quelquefois, quand tout semble définitivement perdu, seul le rêve peut encore vous sauver. Vous avez monsieur Paul Reynaud à l'appareil, mon général. Monsieur le Président, je vous annonce une nouvelle sensationnelle. Le cabinet anglais vient d'adopter la déclaration d'union franco-britannique dont je vous ai parlé ce matin. C'est un coup énorme qui peut radicalement modifier le cours des événements. Oui, mais la situation s'est beaucoup aggravée depuis tout à l'heure. Les choses sont très difficiles ici. Permettez-moi de vous lire cette déclaration, Monsieur le Président. Vous verrez qu'elle est d'une importance prodigieuse. Texte en français, oui, français. Déclaration d'union franco-britannique. À cette heure si grave dans l'histoire du monde moderne, le gouvernement du Royaume-Uni et la République française se déclarent indissolublement unis et inébranlablement résolus à défendre en commun la justice et la liberté contre l'asservissement à un système qui réduit l'humanité à la condition des robots et des esclaves. Mais pas si vite, je prends quelques notes en même temps que je vous écoute. Les deux gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne ne seront plus, à l'avenir, deux nations,
mais une seule union franco-britannique. Non, mais ce que vous me dites là, c'est vous qui le dites ou bien c'est Churchill? Je vous lis le texte officiel, Monsieur le Président, sans en changer un iota. Passe-le-moi, passe-le-moi. Alors, Reynaud, c'est de Gaulle qui a raison. Nous propositionnons une chose magnifique. Pense réaction, Monsieur Roosevelt. Très impressed, Monsieur Roosevelt. Monsieur Roosevelt envoie les boys tout de suite pour faire la guerre à Monsieur Hitler. C'est une proposition très généreuse. Vous avez raison, ce serait absolument magnifique. Mais il faut faire vite surtout, très vite. C'est une question de minutes. Je ne pourrai pas tenir indéfiniment. Je donne mon avion à De Gaulle. Vite, vous avez les accords et vous signera immédiatement. On va gagner, Reynaud. Il faut tendre bon. Pense la victoire, Reynaud. C'est ainsi que De Gaulle s'envola vers Bordeaux en fin d'après-midi, le dimanche 16 juin 1940, porteur du projet d'union franco-britannique. Mais quand il atterrit à Mérignac, en début de soirée, on lui annonça que Paul Reynaud avait démissionné et que le maréchal Pétain l'avait remplacé à la tête du gouvernement. Comment voulez-vous que je résiste à cet appel qui monte de toutes parts? Le maréchal, le maréchal. Lui seul pourra nous préserver d'un châtiment trop sévère. Les Français étaient vaincus avant même de se battre, De Gaulle. Je vais vous raconter une anecdote. Durant le voyage épouvantable qui nous a conduits vers Bordeaux, comme nous nous étions arrêtés dans une petite bourgade pour faire de l'essence, je suis descendu de voiture et je me suis recueilli un instant devant le monument aux morts de la Grande Guerre. Savez-vous combien de noms étaient inscrits sur la stèle? 56. 56 tués dans un patelin qui comptait, je me suis renseigné, moins de 200 habitants. Et parmi ces victimes, les mêmes noms de famille revenaient parfois 5 ou 6 fois. Père, fils, oncle et cousin décimés. Peut-on s'étonner que 20 ans après cette horrible saignée, les Français se jettent dans les bras d'un vieux chef, couvert de gloire, qui leur promet la paix dans l'honneur? Alors, dites-moi, De Gaulle, quelles sont vos intentions? À peine son gouvernement constitué, n'en doutons pas. Le maréchal demandera l'armistice. Autrement dit, c'est la capitulation. Monsieur Churchill m'a donné la disposition de son avion jusqu'à demain matin. J'entends en profiter pour retourner à Londres et voir depuis l'Angleterre ce qu'il sera possible d'entreprendre. Prenez garde. Votre départ peut être assimilé à une désertion. Car si nos sombres pressentiments se vérifient, l'Angleterre passera en un clin d'œil du rang d'allié à celui d'ennemi. Ma décision est prise, Monsieur le Président. Bien. Bien, De Gaulle. Je ne puis ni vous encourager, ni vous désapprouver. Vous êtes un homme d'exception. Je l'ai toujours pensé. À quoi pourraient bien vous servir des conseils de prudence. J'assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à demain midi, moment où je transmettrai mes pouvoirs au maréchal. D'ici là, je dispose encore des fonds spéciaux. Dans 1 heure, je vous ferai parvenir 100 000 francs. Ce sera la modeste contribution de la France à sa libération. Oui, nous avons subi une grande défaite. Un système militaire mauvais. Les fautes commises dans la conduite des opérations. L'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat
moi, général de Gaulle, j'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Choisirons-nous, Augustine, une des marrons peut-être? Je prendrais plutôt la blanche, elle m'a l'air bien grassouillette. Non, mais la blanche, vous n'y pensez pas, nous n'avons qu'une blanche, le général s'en apercevra tout de suite. Tandis que les marrons, il y en a 4, il n'ira pas les compter. Mais tout de même, un militaire qui peut pas souffrir qu'on zigouille une bestiole, c'est pas ordinaire. Et d'où c'est qu'il va tomber ce poulet-ci? Du ciel, tout rôti dans son assiette? Nous dirons que nous l'avons fait venir de Chaumont, voilà tout. Voilà des histoires pour pas grand-chose. Vous voudriez qu'elle dise merci peut-être? L'épopée avait pris fin. Grâce à l'homme du 18 juin, la France, rescapée du désastre de 40, lavée de la honte de la collaboration, s'était assise à la table des vainqueurs. Pourtant, 2 ans après la fin de la guerre, Charles de Gaulle, général en retraite, était redevenu un simple citoyen et présidait la modeste cérémonie du 11 novembre dans le petit village de Colombey-les-Deux-Églises. Comment allez-vous? Mon général. Comment allez-vous? Bien, général. Alors l'ancien, comment ça va la santé? On se parle pas, mon général. Mieux que des copains qui bougent et puis sont libres à la reste. Monsieur Jeannot. J'ai toujours été avec vous, mon général, toujours, depuis le 15 juin 40. Le 15? Vous étiez en avance sur tout le monde alors? C'est très bien. Monsieur le maire. Satisfait des élections, mon général? C'est aux Français qu'il faut poser la question, s'ils le sont. Je me garderais bien d'émettre un avis contraire. Vous avez bien mérité de vous reposer un peu, allez. Qu'ils s'arrangent entre eux à Paris. C'est ce qu'ils font, n'en doutez pas. Service. On dit que je suis un ambitieux. Mais si j'étais réellement ambitieux, je serais maire de Colombey. Élu sans même faire campagne, par la moindre opposition. Le budget voté à main levée. Et si par extraordinaire, quelqu'un murmure, on lui cloue le bec. En lui collant une sombre affaire de cadastre au cul, histoire de lui apprendre les bonnes manières. D'ailleurs, vous avez remarqué la façon dont il s'adresse à moi. Visiblement, pour lui, je suis un Minus Sabins. Un crétin des Alpes. J'avais le pouvoir et je l'ai perdu. Pire encore. Je l'ai rendu sans que personne ne m'ait rien demandé. Ah, c'est pas lui qui aurait commis une sottise pareille. Non, non, je vous assure. Il vaut mieux être maire à Colombey que roi à Paris. Allô, j'écoute. Le général vient de passer avec son aide de camp, direction la boiserie. À l'instant? 11h25, affirmatif. Tu parles d'une nouvelle? Vous m'avez dit de tout signaler, je signale tout. Eh oh, doucement, mon gros-père. Dites, pour ma permission à Noël, vous avez du nouveau? Et puis il faut faire quelque chose pour le chauffage, parce qu'ici, on se caille les meules. Général. Bonjour Claude. Je vous ai apporté les journaux, c'est l'édition de 5 heures. Il manque encore quelques résultats. Comme tout le monde a gagné, j'imagine que tout le monde est content. Reconnaissez que je ne m'étais pas beaucoup trompé. Eh bien, la voilà à flot, cette 4e République. C'est une galère, certes. Mais la galère vogue, il faut bien l'admettre. Peut-on me reprocher d'avoir refusé d'en prendre le commandement?
D'où vient ce volatile? Du marché, mon ami, le marché de Chaumont. Nous avons été samedi avec Augustine. Les deux personnes qui me haïssent le plus en France sont Monsieur Georges Bidault, ci-devant président du gouvernement français, et Augustine, cuisinière de son état. Dans le cas de Monsieur Bidault, ce jocrisse, je peux le concevoir, ne l'ayant guère ménagé. Mais Augustine n'a pas la moindre raison, vous pouvez en témoigner, Yvonne, de se plaindre de moi. Notez bien que les haines infondées sont toujours les plus tenaces, par ceux-ci même qu'aucun argument ne saurait les éteindre. Quiconque a l'ambition de gouverner ne doit jamais songer à se faire aimer. Un gouvernement qui renoncerait à se faire aimer n'aurait pas un grand avenir. Un gouvernement soumis à la dictature des partis, assurément. Voilà pourquoi je condamne ce régime et ne m'y plierai point. Il n'y a pas eu d'autre raison à mon départ. Prendrez-vous une aile, Claude? Ou bien cette cuisse? La cuisse me conviendrait bien, mon général. Merci. Il faut refaire le 18 juin. C'est le seul moyen. Mais le 18 juin, mon pauvre ami, personne ne vous suivra. Oh, mais fichez-moi la paix, Yvonne. Je suis tout de même assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Décidément, les femmes ne comprennent rien à la politique. En ce cas, pourquoi leur avez-vous donné le droit de vote? Parce qu'elles le réclamaient. Je n'ai jamais rien demandé de tel. Eh bien, des femmes se fichent de voter ou pas. N'empêche qu'hier, vous n'avez pas hésité à faire l'aller-retour à Paris, où Dieu sait pourquoi vous êtes inscrite. Pour le simple plaisir d'user de ce droit. Que voulez-vous? Je suis ici d'une famille où j'ai toujours entendu dire que voter était un devoir. Mais en vérité, vous n'avez pas donné un droit aux femmes. Vous leur avez imposé un nouveau devoir. En plus de tous ceux bien désagréables qu'elles sont déjà soumises. Oh. Vous me faites dire des bêtises. Il faut tout recommencer à partir de zéro. Il faut refaire la France libre. Mais l'effort sera colossal. Il nous faudra déplacer des montagnes. Il y a tant de médiocrité, tant de lâcheté, tant de bassesse. Vous roupillez, Mauriac? Prenez garde, votre tasse va tomber par terre. Et Madame de Gaulle dira encore que c'est de ma faute. Quel homme merveilleux. Son regard me bouleverse. Et si tu savais la douceur dont il est capable? Eh bien, moi, il me fait peur. Il tourne en rond, il s'exaspère, il répète 100 fois la même chose. On dirait une guêpe dans un pot de confiture. Les partis, les partis, les partis. Qu'est-ce que ce serait une démocratie sans parti? Sans Jules qui pense une chose et Alfred le contraire. Sans polémique, sans chicane. Si la France ressemblait à l'image que s'en fait de Gaulle, on s'emmerderait ferme, je te le dis, mon vieux. Ce serait triste à périr. Toute cette grandeur, ce devoir, ces ennemis à pourfendre, ces croisades amenées. Les hommes de ma génération veulent aimer, rire, être insouciants. On leur a volé 5 années de leur vie, tu te rends compte? Ils en ont du temps à rattraper. L'autre jour, alors qu'il était parti dans une grande tirade, sa fille, Elisabeth, lui a passé les bras autour du cou et lui a dit tout de go: vous radotez, mon papa? Non. Elle a un sacré toupet. Il devait être vert de rage. Oh, venons d'elle, il tolère tout. Il a pris son petit air de dignité offensée, mais l'œil souriait. Je l'aime aussi, ton grand homme, va. Vous roupillez, Mauriac. Votre tasse va tomber par terre et Madame de Gaulle dira encore que c'est de ma faute. Arrête, arrête. Son nouveau 18 juin, crois-tu qu'il va le faire, le grand Charles? Et pourquoi pas? Il s'ennuie tellement.
Il faisait un froid très vif cet hiver-là et le charbon manquant à Paris, les De Gaulle avaient apporté du bois depuis Colombey dans le coffre de leur voiture. Mais le bois était humide, la cheminée tirait mal, et c'est dans une atmosphère quelque peu brumeuse que se tint la réunion au cours de laquelle le général de Gaulle annonça à ses fidèles son intention de fonder le mouvement qui allait devenir le RPF. Bien, messieurs, qui attendons-nous encore? Malraux. Eh bien, Malraux nous rejoindra. Asseyez-vous, messieurs. Asseyez-vous. Bien, messieurs, si j'ai tenu à vous réunir aujourd'hui, c'est parce que je pense que le moment est venu d'agir. Sous quelle forme, dans quel délai, c'est ce que nous allons discuter dans un instant. Voilà maintenant un peu plus d'1 an que j'ai quitté la direction du pays, dans les circonstances que vous connaissez. Dire que tout le monde, dès ce moment, ait compris et approuvé mon geste serait gravement offenser la vérité. Y compris parmi vous, monsieur. Je suis en retard. Je ne songerai pas à vous le reprocher. Ah, Malraux. Nous nous sommes permis de commencer. Certains de ces messieurs ont des obligations de passer 5 heures. Pardonnez-moi, mon général, une panne en plein Paris, n'est-ce pas? Attends, bonjour, Vendreau. Bonjour, Baumel, ça va? Je pas, sous celle de Bré, pardon. Je m'assois là, pardon. Je disais à ces messieurs, mon cher Malraux, tandis que vous arriviez, que j'estimais le moment venu d'agir. Malraux, il ne manquait plus que lui. Oh, c'est un génie, je ne le conteste pas, mais c'est un excité. Je vous dis que tout cela finira mal. Et puis je vous le demande à notre âge. Non, non, il faut savoir se retirer à temps. Regardez Pétain, il aurait mieux fait de rester chez lui. Et puis, si le général revenait aux affaires, il ne tiendrait pas le coup. Toi, il le sait bien du reste. Alors, de quoi s'agit-il? Supposez qu'il y ait la guerre. Eh bien, de créer un rassemblement. Oui, c'est bien cela. Un rassemblement de tous ceux qui désirent s'opposer à l'abaissement national. De tous ceux qui refusent et refusèrent de s'asservir à l'étranger. Ce qui exclut bien évidemment les vichistes et les communistes. Mais en dehors de ceci, tous ceux, je dis bien tous ceux qui désirent nous rejoindre, ils seront invités sans la moindre réserve. Moi, je vous dis que tout cela tournera mal. Je le sais. Je le sais. Parce que tout ce qui va arriver est prévu. Oui, prévu. On le lui a prédit. Oh, il le sait bien. En Pologne, quand il était là-bas après la Grande Guerre, une bohémienne. Ah non, il fait semblant de ne pas y croire, mais moi je sais bien qu'il y pense. Excusez-moi, madame, je ne comprends pas. La bohémienne avait prédit au général qu'il arriverait aux plus hautes fonctions, mais qu'il serait arrêté et pendu. Moi, durant toute cette guerre, j'ai vécu dans la peur. Et en